Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire,
tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement à un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas ? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Voici la planète Terre et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles. Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le superamas de l'Aniakea, le petit point ici est notre galaxie. On continue, le superamas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tache vue d'ici. Ensuite, le superamas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini. Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan. Cet endroit s'appelle le supervide de l'Éridan. Il fait environ 1 milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit, et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre, et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres, comme 2 gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau du nôtre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide, et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers.
Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient, et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les deux bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées. Puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de deux galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait 2 fois la taille de la nôtre. Elle comprend 1 billion d'étoiles, soit 2 fois plus que notre Voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête, un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges, des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toute taille. Cette soupe mortelle se déplace vers nous à 100 km par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des deux commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines. Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de deux galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme. Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand tamis. Les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera aux trous noirs situés au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles. Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussière d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirées par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant.
mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées, car une partie sera transformée en énergie, lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison, la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernova. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolore au centre des galaxies fusionnées. Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartés reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La voie d'Andromède, ou l'Andromède lactée, ou l'Androctée, la voie Andro-Milky-Méda, blablabla. Difficile à dire. Lève les yeux lorsque le ciel est clair la nuit. Tu y verras des milliers de petits points lumineux. Tu auras l'impression qu'ils sont stables et immobiles. Mais en réalité, ils sont constamment en mouvement. Dans 100 000 ans, les constellations n'auront plus le même aspect ou la même configuration que nous leur connaissons aujourd'hui. Et pense à toutes ces naines rouges, petites étoiles, planètes, corps spatiaux que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Les étoiles de type naine rouge sont particulièrement cool. Elles font généralement la moitié de la taille de notre Soleil et sont 10 fois moins lumineuses. Elles ne sont peut-être pas les objets les plus brillants dans le ciel, mais elles vivent pendant très longtemps. Les réactions de fusion nucléaire se produisent dans les profondeurs du noyau des étoiles. C'est ce qui les fait briller. Les grandes étoiles libèrent d'énormes quantités d'énergie en consumant leur combustible stellaire. Mais ces étoiles ont tendance à brûler tout leur combustible en seulement quelques millions d'années. Les étoiles, comme notre Soleil, vivent généralement pendant environ 10 milliards d'années. Mais les naines rouges n'utilisent pas autant de carburant. Leur lumière n'est pas aussi puissante et elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur existence. Elles sont comme des voitures à faible consommation d'énergie. C'est pourquoi elles peuvent durer des centaines de milliards d'années. Certaines des plus petites peuvent vivre jusqu'à 10 000 milliards d'années. L'essentiel de l'hydrogène des étoiles similaires au Soleil n'est pas consommé. Il y a davantage de ce gaz dans l'atmosphère que dans le noyau de ces étoiles. Cela signifie que l'hydrogène ne participe pas de manière significative aux réactions de fusion. Mais c'est différent avec les naines rouges. Elles font circuler du plasma dans tout leur corps. Ces étoiles tirent des réserves d'hydrogène de leur couche extérieure vers leur noyau. C'est ce qui permet au processus de fusion de continuer. Un jour, dans un avenir lointain, les étoiles comme notre Soleil seront à court de combustible et s'éteindront. L'univers sera rempli de petites naines rouges. Elles n'auront plus assez d'énergie pour briller et éclairer l'espace qui les entoure. Nos descendants, s'il y en a, hériteront d'un cosmos sombre et obscur. En vieillissant, le Soleil atteindra une taille telle qu'il détruira les planètes de son voisinage. D'abord Mercure, puis Vénus et enfin nous. Il est possible que la Terre survive, mais à peine et pas pour très longtemps. Le Soleil la réduira en cendres en se rapprochant d'elle. Les planètes extérieures de notre système solaire survivront pour leur part, mais elles s'éloigneront encore plus loin dans l'espace. Le Soleil perdra une partie de sa masse à mesure qu'il augmentera en taille. Sa force gravitationnelle détermine les orbites des planètes. Lorsque notre étoile deviendra moins massive, l'attraction de sa gravité sera plus faible et les planètes extérieures le seront plus aussi, fortement liées au Soleil. Notre système solaire n'est pas isolé. Il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre galaxie. D'ici 30 milliards d'années, les étoiles qui voyagent à proximité perturberont suffisamment nos planètes extérieures pour que certaines des plus grosses d'entre elles soient rapidement projetées hors de notre système solaire.
La toute dernière planète restera dans les parages un peu plus longtemps, peut-être même 100 milliards d'années. Mais même celle-là finira par être expulsée du système solaire. Selon une théorie, l'eau de notre planète proviendrait en grande partie de météorites et de comètes chargées de glace, des boules de glace et de poussière gelée. En s'écrasant sur la Terre, des premiers temps, elles auront probablement apporté de l'eau nécessaire au développement de la vie. Mais ces mêmes objets qui ont pu créer la vie sur notre planète pourraient aussi causer sa fin. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de savoir quand. Et les scientifiques pensent qu'il est très probable qu'un astéroïde ou une comète de taille suffisante pour anéantir la vie sur Terre s'écrase un jour sur notre planète. Mais cela se produira dans un avenir lointain. Et heureusement, nous disposons de la technologie nécessaire pour prédire de telles choses et réagir à temps. Mais il y a d'autres collisions cosmiques que nous ne pouvons pas éviter, quoi que nous fassions. Andromède, notre galaxie voisine, se déplace vers le système solaire à une vitesse de 110 km par seconde. Il y a 2,5 millions d'années-lumière entre la Voie lactée et Andromède. Heureusement, notre voisine ne franchira pas cette distance de sitôt. Cela ne se produira que dans environ 4 milliards d'années. Une telle collision entre deux galaxies pourrait entraîner une véritable catastrophe pour nos descendants, si quelqu'un vit encore sur Terre, bien sûr. Les deux galaxies glisseront l'une devant l'autre, puis elles s'éloigneront jusqu'à ce que la force gravitationnelle commence à les rapprocher à nouveau. En fusionnant, elles perdront toutes deux leur structure en forme de disque et prendront l'aspect d'une grande galaxie elliptique. Cette galaxie a déjà reçu le surnom de Milkomeda. La Voie lactée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus. L'espace est en mouvement constant, il change tout le temps. Les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios de ce qui pourrait arriver à l'univers dans le futur. Numéro 1, la grande déchirure. Selon cette théorie, l'univers va s'étendre à l'infini. À un moment donné, l'attraction due à son expansion deviendra plus forte que la force gravitationnelle qui assure son unité. Si cela se produit, cela déchirera les galaxies, les étoiles, les trous noirs et tous les autres corps spatiaux, y compris la Terre. L'univers se transformera alors en un ensemble de particules déconnectées. Jusqu'à il y a environ 5 milliards d'années, l'univers était en expansion lente à cause de sa puissante attraction gravitationnelle. Puis sa croissance est accélérée. Certains experts disent que cela s'est produit en raison des effets de l'énergie noire. L'énergie noire est la force mystérieuse qui constitue près de 70% de notre univers. Cette force le pousse à s'étendre plus rapidement au lieu de le ralentir. Donc, dans le cas du scénario de la grande déchirure, l'énergie noire l'emportera sur la gravité au point de pouvoir déchirer des atomes individuels. Scénario numéro 2, l'effondrement terminal. Il est possible que l'univers arrive à un point où il cessera de s'étendre. La gravité deviendra une force dominante. Elle pourrait même inverser l'expansion de l'univers. Alors le cosmos commencera à rétrécir, faisant entrer en collision des planètes, des étoiles et même des galaxies entières. À la fin, l'univers entier s'effondrera sur lui-même. Une fois que tout sera comprimé en un point infiniment petit, ce qu'on appelle en anglais le Big Crunch, l'univers pourra recommencer à s'étendre. Théorie numéro 3, la mort thermique. Dans ce scénario, l'entropie augmentera jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur maximale. L'entropie est en gros l'idée selon laquelle tout dans l'univers finit un jour ou l'autre par sombrer dans le désordre. Une fois que l'entropie aura atteint son maximum, la chaleur du système sera répartie uniformément. L'univers disparaîtra alors, car il n'y aura plus de place pour que la chaleur existe. Tout mouvement mécanique à l'extérieur de l'univers s'arrêtera. Le cosmos sera si vide et le gaz sera si rare qu'aucune nouvelle étoile ne pourra plus se former ni briller. Dans un tel cosmos, le temps ne sera qu'un vide sans fin. Cela signera la fin des planètes, des étoiles et des êtres vivants. L'univers entier sera gelé, sombre et immobile, car il n'y aura pas d'énergie permettant que les choses se remettent à fonctionner. Plusieurs milliards d'années après que les dernières étoiles se soient consumées et aient disparu, les trous noirs enverront un message indiquant que l'univers est arrivé à sa fin. Les trous noirs sont des zones dont l'attraction gravitationnelle est extrêmement forte, si puissante que rien ne peut y échapper. Ils peuvent être aussi massifs que 100 soleils. Quant aux trous noirs supermassifs, leur masse peut être supérieure à celle d'1 milliard de soleils. On trouve de tels trous noirs géants au centre de la plupart des galaxies. Comme tout le reste, les trous noirs connaîtront leur fin. Mais lorsque leur moment viendra, ils ne disparaîtront pas doucement dans la nuit. Les trous noirs feront leurs adieux dans d'énormes explosions de feux d'artifice, illuminant l'univers dans les derniers instants de leur existence. Ce sera la fin d'une ère entière. Les trous noirs survivent généralement en engloutissant les étoiles et le gaz qui s'approche d'eux. C'est par leur gloutonnerie qu'on les reconnaît généralement. Dans la plupart des cas, il y a un disque d'accrétion autour d'un trou noir.
Ce disque est constitué de tous les matériaux et particules qu'il aura déchirés et qu'il attire vers lui, comme lorsque l'eau tourbillonne dans une canalisation. À mesure que les matériaux et les particules se rapprochent, ils se déplacent de plus en plus vite. Cela génère de la chaleur, ce qui fait briller le disque d'accrétion. C'est là qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un trou noir. Ouais, les trous noirs ne sont pas très doués pour jouer à cache-cache. Les choses qui traversent l'horizon des événements d'un trou noir, qu'on appelle aussi le point de non-retour, sont perdues à jamais. Mais selon Stephen Hawking, il serait possible d'échapper à un trou noir. Il y a des particules qui bougent même dans le vide. Disons qu'une particule a une énergie positive et une autre une énergie négative. Si elles s'approchent toutes les deux d'un trou noir, il y a une chance que l'une tombe dedans tandis que l'autre s'échappe. Cela signifie que le trou noir a éloigné cette particule et elle a emporté une partie de la masse du trou noir avec elle. C'est ainsi que le trou noir peut commencer à rétrécir. Lorsqu'il commence à s'évaporer, il perd sa masse et devient progressivement plus petit. De plus en plus de particules commencent à s'échapper jusqu'à ce que toute l'énergie restante soit évacuée d'un seul coup. Dans le dernier dixième de seconde, il y aura un flash géant d'énergie et de lumière dans une très très petite région de l'espace et ensuite, tout aura disparu. Tu es l'un des titans géants qui créent notre univers à partir des ingrédients contenus dans ton casier. Et il se trouve que tu as à ta disposition la magnifique galaxie surnommée Sunburst Arc. Plaçons-la à environ 11 milliards d'années-lumière de la Terre. Maintenant, ajoutons la luminosité, la taille... Oh, tu as malencontreusement appuyé sur le bouton de copie. Il y a maintenant 12 copies de cette galaxie. En réalité, ce scénario ne semble pas si improbable si on analyse les récentes images du télescope Hubble. Il y a 4 arcs inhabituels ici, les numéros 1, 2, 3 et 4, et il y a des points lumineux sur chacun de ces arcs. Chaque point est une copie exacte de la galaxie Sunburst Arc. Nous avons donc deux possibilités. Soit quelqu'un a créé 12 galaxies parfaitement identiques, soit c'est juste une illusion d'optique. Les scientifiques s'en tiennent pour l'instant à la deuxième option. Pour commencer, regardons la lumière d'une ampoule la nuit. Tu vois le cercle qui entoure la lumière. C'est ce qu'on appelle un halo. Il apparaît lorsqu'il y a beaucoup de cristaux de glace ou de gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Ces cristaux réfractent la lumière de l'ampoule, tout comme une lentille. Et nous, en tant qu'observateurs, nous voyons un cercle lumineux. Ce halo et la photo de Sunburst Arc semblent un peu similaires, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est effectivement le cas. Mais qu'est-ce qui, dans le froid et l'obscurité de l'espace, peut agir comme une lentille et déformer la lumière ? Nous savons qu'un objet suffisamment lourd peut déformer l'espace et le temps. Prenons un filet géant et disons que c'est une feuille d'espace-temps. Maintenant, plaçons-y un objet lourd pesant autant que notre Soleil. Tu vois comment le filet s'est affaissé ? Et maintenant, il y a un profond entonnoir ici, et tout objet posé à côté tombera toujours dans cet entonnoir. C'est comme ça que fonctionne notre système solaire. Les petits objets comme les planètes et les astéroïdes tournent autour de l'entonnoir avec le Soleil. À présent, plaçons quelque chose de supermassif au centre du filet, un trou noir. Il a tellement affaissé le filet que nous ne pouvons même pas voir le fond de l'entonnoir. Maintenant, aucun objet, pas même la lumière elle-même, ne peut s'échapper de ce piège gravitationnel. Et si nous observons les trous noirs connus, nous pouvons voir cela en action. Ils aspirent la lumière comme des spaghettis et en laissent des restes sur l'horizon des événements, mais ils disparaîtront bientôt eux aussi. Donc, le trou noir déforme la lumière, mais ne la laisse pas arriver sur Terre car il est trop lourd. Mais si tu mets quelque chose de plus léger sur le filet de l'espace-temps, cela peut ne le déformer qu'à peine. Il nous faut un juste milieu, quelque chose qui déforme la lumière mais ne l'absorbe pas, un amas de galaxies. Retraçons le processus depuis le début. Voici donc la galaxie Sunburst Arc. Elle libère des photons de lumière. Ces faisceaux se dirigent vers la Terre à une vitesse incroyable. À cette vitesse, tu pourrais parcourir la distance de 150 millions de kilomètres entre chez toi et le Soleil en seulement 8 minutes. Ces faisceaux rencontrent ensuite un amas de galaxies à environ 4,6 milliards d'années-lumière de la Terre. Cet amas agit comme une lentille, sauf qu'il utilise la gravité au lieu de verre incurvé. Les rayons se divisent et tournent autour de l'amas de galaxies depuis différentes directions et continuent leur mouvement vers la Terre. Par conséquent, pour les observateurs, cela ressemble à des arcs de lumière, chacun figurant une copie de la galaxie. Mais laquelle de ces 12 copies est la vraie galaxie ? Eh bien, aucune d'entre elles. Mais en même temps, toutes ces copies ne sont qu'une seule vraie galaxie.
C'est comme ça que l'illusion d'optique fonctionne. Et voici le fer à cheval cosmique. Cet arc bleu vif est un système de 2 galaxies dans la constellation du Lion. La même chose se passe ici. La lumière de ces 2 galaxies passe à travers la lentille d'une autre galaxie, environ 100 fois plus lourde que notre Voie lactée. La lentille gravitationnelle n'est donc pas seulement belle, mais aussi incroyablement utile pour nos scientifiques. Il y a beaucoup d'objets ternes et diffus dans l'espace lointain, et nous ne pouvons pas les voir à de grandes distances. Mais les lentilles gravitationnelles aident leur lumière à atteindre l'observateur, et nous pouvons alors commencer à étudier ces objets cosmiques lointains. Par exemple, Sunburst Arc est une galaxie extrêmement ancienne, qui date d'une époque où tout l'espace était sombre et ne comptait aucune étoile. C'était l'époque de la rayonisation, environ 550 à 800 millions d'années après le Big Bang. C'est à ce moment-là que les premières étoiles ont commencé à apparaître. Leur lumière a aidé à charger l'univers et après quelques milliards d'années, il a pris la forme que nous voyons aujourd'hui. En étudiant des galaxies comme Sunburst Arc, nous pouvons donc comprendre comment notre univers est né et s'est formé. Et ces arcs de cercle ne sont qu'un type de lentille. L'autre type est la croix d'Einstein. Regardons dans la constellation de Pégase. À environ 8 milliards d'années-lumière dans cette direction se trouve un quasar très brillant. C'est le noyau actif d'une galaxie avec un trou noir supermassif en son centre. Il absorbe la poussière d'étoiles et la matière qui l'entoure et devient plus grand et plus brillant. Un quasar émet 100 fois plus d'énergie que toutes les étoiles de notre galaxie réunies. C'est aussi l'objet le plus brillant de tout l'univers. Leur luminosité est estimée à plus 12,6 unités, sachant que l'étoile observée la plus brillante est à moins 1,46. Et nous pouvons observer comment la lumière brillante du quasar se courbe et forme une croix d'Einstein. Un faisceau de lumière s'envole vers une galaxie située à 400 millions d'années-lumière de la Terre et commence à se déformer. Nous, en tant qu'observateurs, voyons le résultat. 4 points lumineux et la lentille de la galaxie elle-même au centre. Peut-être que dans le futur, ce quasar deviendra une grande galaxie et nous pourrons observer le processus de sa naissance à travers cette lentille. Nous connaissons environ 100 lentilles de ce type dans l'espace. Il s'agit de différentes galaxies suffisamment éloignées de la Terre et assez lourdes pour courber la lumière. Étant donné qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies dans notre univers, ce chiffre de 100 lentilles semble très faible. Mais cela est dû au fait que la galaxie ou l'amas d'étoiles qui réfracte la lumière doit être terne. S'ils sont trop brillants, nous ne verrons que leur propre lumière. Même notre propre galaxie, la Voie lactée, peut être utilisée comme une lentille. S'il existe une vie intelligente loin dans l'espace et qu'elle explore l'univers comme nous le faisons, alors elle pourrait pointer ses télescopes vers notre galaxie et voir la lumière courbe des mondes lointains derrière nous. Il est intéressant de noter que même un petit objet comme le Soleil peut aussi courber la lumière provenant d'autres étoiles. Mais il déforme la lumière à un très petit angle, de sorte que l'on peut à peine voir la différence. Parfois, tu peux voir le même effet de copie qu'avec la galaxie Sunburst Arc, ici même sur Terre, et tu n'as même pas besoin d'un télescope. Tu peux voir 3 soleils à l'horizon par temps glacial. Ce sont les mêmes cristaux de glace qui créent le halo autour d'un lampadaire. Ils réfractent la lumière du soleil, de sorte que le halo circulaire comporte 2 points lumineux de chaque côté du vrai soleil. Ces points sont si brillants et si gros qu'on peut vraiment les confondre avec de véritables étoiles. Un effet similaire se produit avec le clair de lune. La lune reflète les rayons du soleil vers la Terre, mais les cristaux des nuages réfractent la lumière, de sorte que tu vois 2 points bleus à côté de la lune elle-même. Mais lorsqu'il s'agit de lentilles gravitationnelles dans l'espace, elles courbent non seulement la lumière, mais aussi le flux du temps. Les règles sont simples. Plus l'objet est grand et lourd, plus le temps s'écoule lentement près de lui. Donc, si tu trouves un trou noir supermassif et que tu peux atteindre son cœur, le temps peut pratiquement s'arrêter pour toi. 1 minute près d'un trou noir peut être égale à des semaines ou même des mois sur Terre. La Terre elle-même est assez lourde, et cela ralentit aussi l'écoulement du temps. Tu peux t'envoler suffisamment loin de la Terre pour te débarrasser de son influence gravitationnelle. Tu te déplaceras alors dans le temps un peu plus vite que tous les autres habitants de la Terre. Une personne sur Terre a réellement fait cette expérience. C'est un astronaute qui est resté dans la Station spatiale internationale pendant 803 jours, 9 heures et 39 minutes. Et même 41 heures dans l'espace extérieur.
Désormais, il est en avance dans le temps de 0,02 secondes par rapport à tous les habitants de la Terre. Revenons à notre réseau spatio-temporel. Mettons la Terre ici. Elle n'a que très légèrement déformé le filet, mais c'est suffisant pour que le flux temporel au centre de l'entonnoir diffère du flux temporel à quelques centimètres de distance. C'est ainsi que cet astronaute a pu voyager dans le temps. Au cœur de la galaxie se trouve un objet mystérieux, tel qu'aucun astronome n'en a jamais observé. Il traverse le ciel comme une étoile filante sous caféine. Quelle est donc cette mystérieuse forme floue? Et quel est son lien avec le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie? Découvrons-le ensemble. Cette chose s'appelle XSEPT. Il s'agit de la mystérieuse tache qui tourne autour du trou noir supermassif de notre galaxie depuis des décennies. Certains affirment même qu'il rôderait dans les parages depuis des centaines d'années. Nous ne savons que peu de choses au sujet de XSEPT. Par exemple, il pèse environ 50 fois le poids de notre Terre. Cela peut sembler énorme pour un terrien, mais à l'échelle de l'espace, c'est une goutte d'eau dans l'océan. XSEPT se déplace également très vite, avec une vitesse pouvant atteindre les 1100 km par seconde. C'est plus rapide que lorsque tu essayes d'attraper la dernière part de pizza avant que ton colocataire ne s'en empare. Mais quelle est vraiment cette chose? Une étoile magique que nous n'avions jamais remarquée auparavant? Un vaisseau spatial extraterrestre? Eh bien, il existe quelques théories liées au futur destin tragique de cet objet. Et hélas pour lui, les jours de XSEPT sont comptés. À l'heure actuelle, il se trouve sur une orbite elliptique de 170 ans autour du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Chaque année, il se rapproche de plus en plus du trou noir et dans quelque temps, il sera d'abord spaghettifié. Oui, c'est un vrai terme scientifique, puis finalement aspiré pour ne plus jamais être vu. Des trous noirs supermassifs se trouvent au centre de toutes les galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée. Ces trous noirs ont une telle masse qu'ils déforment l'espace-temps, obligeant les étoiles proches à orbiter autour d'eux à des vitesses phénoménales. Ils jouent le rôle d'aspirateur cosmique en captant tous ceux qui s'en approchent. Le trou noir au centre de notre galaxie porte le nom de Sagittarius à étoile. On dirait le nom d'un célèbre streamer, n'est-ce pas? Mais cet objet céleste est bien plus impressionnant qu'un simple mortel. Il pèse environ 4 millions S de fois plus lourd que notre Soleil, ce qui signifie qu'il pourrait probablement dévorer tout notre système solaire en guise de petit déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, ces trous noirs peuvent sembler effrayants, mais en réalité, ils sont bien trop petits pour rivaliser avec une galaxie entière. Ils n'aspireront que quelques étoiles parmi les plus proches, et c'est tout. De plus, Sagittarius à astérisque ne semble pas avoir beaucoup d'appétit. On remarquait qu'il était plutôt calme ces derniers temps, ce qui est une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Mais même s'il était très gourmand, il ne représenterait aucune menace pour nous. Ce trou noir se trouve à plus de 26 000 années-lumière de notre planète. Depuis la Terre, nous avons détecté sa présence dans la constellation du Sagittaire. En 2022, la collaboration des radiotélescopes Event Horizon a produit la toute première image de Sagittarius à astérisque. Des années de travail et de progrès technologiques auront été nécessaires pour capturer cette image étonnante. Et c'est la deuxième photo jamais prise d'un trou noir dans l'histoire. La première avait été publiée en 2019 et montrait le trou noir supermassif appelé M87 étoile. Oui, ils ont tous les deux étoile dans leur nom. Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu te souviendras peut-être de cette photo comme de la toute première image d'un authentique trou noir. Elle a fait l'objet d'une véritable campagne virale sur l'internet. Et ce trou noir, même 427 astérisque, situé dans la galaxie Messier 87, est bien plus effrayant que Sagittarius A astérisque. Tu pensais que 4 millions de masses solaires, c'était impressionnant? Alors que dirais-tu de 2,5 milliards de masses solaires? MEN 427 est un véritable monstre. Il est également connu pour ses prodigieux jets de plasma, si puissants qu'ils s'étendent à des milliers d'années-lumière depuis le centre du trou noir. Si MEN 427 astérisque était un super-héros, ce serait Iron Man avec ses rayons répulseurs à fond. Bon, techniquement, tu ne peux pas prendre de photo d'un trou noir en lui-même, puisqu'il est estimé... Eh bien, tout noir. Aucune lumière ne peut échapper à son emprise.
Mais l'anneau orange qui brille sur cette photo montre clairement la matière qui entoure Sagittarius A astérisque. Il s'agit du disque d'accrétion, un disque tourbillonnant de gaz chaud qui s'enroule en spirale autour du centre, s'échauffant à des millions de degrés au cours du processus. C'est comme un gigantesque tourbillon de flammes sans aucune échappatoire. L'ombre au centre indique le trou noir lui-même. À l'intérieur de cette ombre se trouve l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite autour du trou noir, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. C'est le point de non-retour, où la force de gravité est telle que même l'objet le plus rapide de l'univers, la lumière, ne peut s'en échapper. Une fois l'horizon des événements franchi, tu es condamné à tomber vers le centre du trou noir, où les lois de la physique telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Et c'est exactement le sort qui attend notre malheureux Xept. En ce moment même, le nuage de matière est étiré et distordu par de puissantes forces de marée. D'ailleurs, avant de connaître une fin prématurée, Xept devrait nous donner un sacré spectacle. On prévoit qu'il atteindra le point le plus proche du trou noir au cours de son orbite, que nous appelons Périastre, d'ici 2036. Lorsqu'il sera finalement déchiré par les forces gravitationnelles de Sagittarius A astérisque, il se pourrait que l'on assiste à un véritable feu d'artifice. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus drôle, c'est que la fin annoncée de Xept pourrait nous aider à comprendre enfin ce que c'est que cette chose. Une équipe de scientifiques a étudié la façon dont l'étrange tache gravite autour du trou noir. C'est alors qu'ils ont découvert que Xept s'était étiré jusqu'à atteindre presque le double de sa longueur initiale. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela suggère que Xept est probablement constitué de débris éjectés lors d'une récente collision entre deux étoiles. Oui, tu as bien entendu. Comme un accident de voiture dans l'espace. Imagine ceci. Deux étoiles tombent amoureuses et commencent à se tourner autour pendant de nombreuses années. Ensuite, elles finissent par fusionner. À ce moment-là, elles éjectent des tonnes de gaz et de poussière. C'est peut-être cette danse cosmique qui a donné naissance à notre bébé Xept. C'est un peu comme les miettes laissées sur la table après un gigantesque festin spatial. Ce genre de phénomène est en fait assez courant, en particulier autour des trous noirs. C'est comparable à un accrochage galactique qui envoie des débris partout. Et à vrai dire, l'univers est rempli de telles taches mystérieuses. On les appelle les objets G. Non, ils n'ont rien à voir avec les Men in Black, mais ils sont tout aussi mystérieux et insaisissables. Cela fait plus de 20 ans que les astronomes s'interrogent sur ces objets. Ils ressemblent à des nuages de gaz, mais se comportent comme des étoiles. C'est comme s'ils n'arrivèrent pas à décider s'ils voulaient être un nuage ou un astre. Allez les gars, décidez-vous enfin. Les objets J s'étirent au plus près du trou noir central, mais en ressortent intacts. Comme un élastique qui s'étire, mais ne se rompt pas. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'étoiles qui ont fusionné en une seule. Ce faisant, elles produisent également un énorme nuage de gaz qui masque le résultat à la vue de tous. Un peu comme lorsque tu portes un gros pull, pour que personne ne sache que tu as pris quelques kilos en trop. Et puis, une étude publiée en 2021 a révélé que l'un de ces objets, J2, était en fait un nuage moléculaire dissimulant 3 bébés étoiles. Quel rebondissement! Mais Xept est le mouton noir de cette étrange famille de nuages. Il est sensiblement différent des objets G, un peu comme le cousin bizarre que tu ne vois qu'une fois par an lors des réunions de famille. Son évolution a été plus spectaculaire. De plus, il n'est pas maintenu par une masse abritée en son centre. Alors, à quoi doit-il son intégrité? À la poudre de perlimpinpine? À la magie? Nous avons besoin de réponses. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Xept n'est pas un objet G en soi, mais des débris qui en seraient issus. Ou peut-être pas. Nous n'en savons rien. Les possibilités sont infinies, et c'est ce qui rend l'astronomie si passionnante. Gardons donc les yeux rivés sur le ciel et voyons quels autres objets étranges nous attendent. Qui sait, peut-être découvrirons-nous un autre corps mystérieux, et cette fois, ce sera un vaisseau spatial? Alors ça, ce serait génial. Ça y est, le télescope James Webb a été entièrement déployé. Si tu t'intéresses à l'astronomie ou à l'espace, tu peux te réjouir de cette avancée. Et voici pourquoi. Pour commencer, il est énorme. Le miroir primaire du JWST fait plus de 6 mètres de large.
Le télescope spatial Hubble, le précédent plus grand œil de l'espace, a un miroir d'environ 2,27 mètres. À titre de comparaison, si tu plaçais les deux télescopes côte à côte, ce serait comme mettre un cheval à côté d'un éléphant. Un gros éléphant adulte. Il y a une raison parfaite pour laquelle le Webb, comme on l'appelle affectueusement, est massif. Ce n'est pas un télescope optique au sens traditionnel du terme, comme la plupart de ses semblables. Le JWST est un télescope infrarouge. Il perçoit la chaleur. La lumière infrarouge a une longueur d'onde plus longue que la lumière visible. Il a donc besoin d'un miroir plus grand pour focaliser cette lumière. Avec le télescope spatial James Webb, nous avons deux choses jamais vues auparavant. D'une part, une technologie inédite et d'autre part, des missions scientifiques incroyables. Les missions et la technologie sont toutes deux à la pointe du progrès. Le Webb est un exemple classique d'ingénierie au service de la science. Grâce à sa plus grande capacité de collecte lumineuse, le télescope spatial James Webb pourra capter des images de choses que nous n'avons jamais pu voir auparavant, mais que nous avons toujours voulu voir. Des choses comme les exoplanètes, les premières galaxies de l'univers, et des étoiles et des planètes se formant à l'intérieur de nébuleuses. Sans compter qu'il y aura aussi sans doute beaucoup de surprises. Le télescope spatial James Webb a plusieurs trucs technologiques dans sa manche, qui promettent de déboucher sur les plus grandes découvertes scientifiques. Le Webb possède un coronographe, qui plus est, très spécial. Le coronographe est l'outil qui permettra de prendre les premières vraies photos d'exoplanètes. Le coronographe bloque la lumière vive et ponctuelle des étoiles dont nous savons déjà qu'elles ont des planètes en orbite autour d'elles. Sans le coronographe, la lumière de ces étoiles rendrait les choses trop brillantes pour voir les exoplanètes, qui sont des centaines de milliers de fois plus ternes que leur étoile. Mais avec le coronographe qui bloque la lumière des étoiles, les exoplanètes sont visibles. Et le coronographe du JWST peut bloquer la lumière d'une centaine d'étoiles en même temps. Nous pouvons nous attendre à un essaim d'exoplanètes. Cela nous amène au prochain gadget high-tech dont le JWST est équipé, un spectrographe sans fente. Habituellement, un spectrographe ordinaire a une fente pour permettre à un éclat de lumière d'entrer et d'être diffracté. La diffraction est la dispersion de la lumière pour révéler le spectre des longueurs d'onde qui la composent. Mais le travail du télescope spatial James Webb est si sensible qu'un éclat de lumière submergerait l'optique. Un spectrographe sans fente a donc été installé. La lumière des étoiles recueillie par le grand miroir est envoyée dans un câble en fibre optique pour n'envoyer qu'un seul point de lumière dans le spectroscope. Et c'est là que le grisme prend le relais. Sir Isaac Newton a utilisé un prisme pour découvrir le spectre de la lumière du Soleil, comme tu t'en souviens peut-être. Mais le Webb utilise un grisme. C'est un mot anglais fabriqué à partir de deux autres, Grated Prism, qui signifie prisme à grille. Cela signifie qu'il a de toutes petites rainures qui diffractent le point de lumière que le grand miroir envoie le long du câble en fibre optique et dans le spectrographe. La science qui consiste à lire un spectre de lumière s'appelle la spectroscopie. En analysant les spectres lumineux provenant des exoplanètes, le JWST déterminera quels gaz se trouvent dans l'atmosphère de celle-ci, ainsi que leur densité et même leur température. C'est une avancée incroyable dans nos connaissances. Nous serons capables de dire si une planète contient de l'oxygène ou de l'azote ou du méthane, voire d'autres gaz qui pourraient ou non indiquer que la planète est habitable. Une autre Terre peut-être. Actuellement, le JWST est stationné dans son emplacement permanent. Contrairement au télescope spatial Hubble qui tourne autour de la Terre, le télescope spatial James Webb tourne autour du Soleil. Il orbite autour du Soleil à l'un des points d'équilibre gravitationnel entre le système Terre-Soleil. Il reste simplement là, n'utilisant pas ou très peu de carburant pour maintenir sa position. Comme la Terre est en orbite autour du Soleil, le James Webb stationne à un endroit qui est aussi en orbite autour du Soleil. Il existe 5 points d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. On les appelle les points de Lagrange, du nom de leur découvreur, Joseph-Louis Lagrange, au XVIIIe siècle. Le Webb est stationné sur le point L2, le deuxième des 5 points de Lagrange qui se trouve à 1,5 million de kilomètres dans l'espace, bien au-delà de la Lune. Tout cela pour observer un point de lumière infrarouge. Mais d'abord, les ingénieurs doivent trouver ou acquérir ce point de lumière. Pour obtenir un point de lumière infrarouge, les 18 miroirs hexagonaux ont dû être dépliés depuis leur position à l'intérieur de la fusée Ariane qui a envoyé le Webb dans l'espace. Une fois les miroirs dépliés, leurs positions doivent être ajustées avec une précision microscopique pour que les 18 miroirs produisent une seule image. Plusieurs moteurs minuscules sont fixés à chaque segment de miroir pour effectuer ces ajustements.
Ces moteurs, qui doivent être activés individuellement, vont progressivement tirer les segments de miroir en forme de nid d'abeille pour les aligner. C'est une partie essentielle de la mission et il faut des mois pour la mener à bien. Pour aligner les miroirs, afin de produire un seul point lumineux, le télescope spatial James Webb ne doit pas être secoué. Il doit être maintenu absolument immobile. Et cela nécessite deux autres technologies de pointe, le pare-soleil et le refroidisseur cryogénique. Dans l'espace, la lumière directe du Soleil est très chaude et l'ombre est très froide. C'est pourquoi le télescope spatial James Webb a apporté son propre pare-soleil de haute technologie qui est énorme puisqu'il est aussi grand qu'un court de tennis. Composé de 5 couches individuelles de film Kapton d'1 mm d'épaisseur seulement, chaque couche du pare-soleil a dû être déployée individuellement à distance à l'aide d'un système de 8 moteurs et 139 actionneurs comprenant des milliers de pièces. Le but du pare-soleil est d'aider le JWST à rester froid. Plus il est froid, mieux c'est. Quant au refroidisseur cryogénique, il sert à le rendre encore plus froid. La température peut être mesurée de 3 façons différentes. En degrés Fahrenheit, où l'eau gèle à 32 degrés et bout à 212. En degrés Celsius, où l'eau gèle à 0 degrés et bout à 100 degrés. Mais aucun de ces thermomètres n'a de point de départ. Au XIXe siècle, Lord Kelvin a donc imaginé une troisième échelle de température, l'échelle Kelvin, qui commence au zéro absolu, la température la plus froide possible. Le refroidisseur cryogénique embarqué refroidira le JWST à seulement 7 degrés Kelvin, soit 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, pratiquement toute la chaleur des moteurs sera éliminée et le télescope pourra se focaliser sur la lumière d'un seul point sans qu'aucun bruit, autrement dit mouvement, n'interfère avec la qualité de l'image. Enfin, après que toute cette incroyable technologie ait été mise en fonctionnement à distance et comme prévu, nous sommes presque prêts à observer les images infrarouges du miroir géant multisegmenté dont dispose le télescope spatial James Webb. Presque prêt. Un télescope peut collecter toute la lumière qu'il veut, mais au final, il doit aussi être capable de détecter ce qu'il a collecté. Si la lumière n'est pas détectée, elle n'est pas vraiment observée. C'est là qu'interviennent les détecteurs infrarouges. Le Webb en possède 15. Ce matériau semi-conducteur spécialement fabriqué produit une légère charge électrique lorsqu'il est frappé par un photon de lumière infrarouge. Les détecteurs infrarouges du Webb peuvent produire une image haute définition d'1 million de pixels. Quelques-uns des détecteurs peuvent même produire une image de 4 millions de pixels. Ils doivent être suffisamment durables pour durer 10 à 20 ans, sans se déformer ou se corrompre, tout en travaillant à 7 degrés au-dessus du zéro absolu. À eux seuls, les détecteurs infrarouges du JWST sont une merveille d'ingénierie. Mais de quoi vont-ils prendre des photos ? On en vient aux missions du JWST. Elles sont aussi à la pointe du progrès. 70 des 280 premières observations cibles sont des exoplanètes. Y a-t-il une autre Terre ? Quelles exoplanètes semblent habitables ? Le télescope Webb fournira une analyse spectroscopique détaillée de l'atmosphère de milliers d'exoplanètes connues. Pour la première fois, nous verrons des images d'exoplanètes telles qu'elles apparaissent dans la lumière infrarouge. La cosmologie, l'étude de l'univers, est peut-être la mission principale du Webb. Les galaxies qui s'éloignent si vite que leur lumière est étirée dans l'infrarouge seront une cible de choix pour l'étude. Des centaines d'heures d'observation sont nécessaires pour recueillir la faible lumière infrarouge de ces premières galaxies formées après le Big Bang. Le JWST nous donnera une image de ce à quoi ressemblait l'univers naissant. Les astronomes apprendront de nouvelles informations sur l'énergie noire, qui est à l'origine de l'expansion de l'univers, et sur le rôle que jouent peut-être les trous noirs dans la formation des galaxies. La formation d'étoiles dans la Voie lactée et les galaxies proches fait aussi partie des missions du Webb. En donnant une image à des centaines de systèmes solaires se formant autour d'étoiles naissantes, les astronomes établiront une histoire précise du développement des systèmes solaires. Désormais, les faits remplaceront la théorie et un grand pas en avant sera fait dans notre compréhension de l'espace. Le télescope spatial James Webb est un projet audacieux qui marquera un jalon important dans l'histoire de la science. Le centre de la Voie lactée est une scène où se donne la réplique un rayonnement intense, une forte gravité et de nombreux mystères. Un endroit où les forces de la nature sont poussées à leurs limites. Mais que se passerait-il si notre propre planète se retrouvait dans ce théâtre cosmique ? Que se produirait-il si la Terre parvenait d'une manière ou d'une autre à y survivre ? Commençons ce voyage au cœur de notre galaxie pour le découvrir. Imagine ceci.
Tu flottes dans l'espace entouré de milliards et de milliards d'étoiles. Soudain, tu aperçois au loin une masse brillante et tourbillonnante de gaz et de poussière. Il s'agit, mon ami, de la Voie lactée, autrement dit, notre maison dans les vastes étendues de l'univers. On estime que la Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles et qu'elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En d'autres termes, si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Cela représente quelques milliers de milliards de kilomètres. Et il ne s'agit pas seulement d'un ensemble statique d'étoiles et de gaz, mais d'un système dynamique en constante évolution. En fait, la Voie lactée se déplace actuellement dans l'espace à une vitesse d'environ 2,1 millions de kilomètres à l'heure. L'un des aspects les plus fascinants de notre galaxie est sa forme. La Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui signifie qu'elle ressemble à un disque avec un bulbe central et des bras spiraux. Les bras spiraux sont les zones où naissent les nouvelles étoiles. C'est là que se concentrent le plus d'étoiles, de gaz et de poussière, et que se trouve le système solaire. Notre système est comme une minuscule tache dans la grande tapisserie cosmique de la Voie lactée. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, une distance plutôt importante, n'est-ce pas? Le système solaire se déplace également dans la Voie lactée en orbite autour du centre de la galaxie. Il lui faut approximativement 230 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour de la galaxie. Imagine un peu. Depuis l'époque des dinosaures, nous n'avons parcouru qu'un quart de ce chemin. La position du système solaire dans la galaxie a de nombreuses répercussions sur notre vie. Par exemple, la quantité de radiation et de rayons cosmiques à laquelle nous sommes exposés, et même la probabilité d'impact d'astéroïdes, etc. De plus, grâce à notre emplacement, nous pouvons jouir de vues étonnantes de l'univers qui nous entoure. Depuis notre point d'observation dans la Voie lactée, nous pouvons observer d'autres galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles dans des détails à couper le souffle. Nous évoluons aussi dans un voisinage très actif, avec de nombreuses autres étoiles et planètes à proximité. Nous avons donc de la chance. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas ces opportunités? Et si la Terre était située au centre de la Voie lactée? Le centre de la Voie lactée abrite une région de l'espace appelée bulbe central. Elle est remplie d'étoiles. C'est comme une boule disco, mais au lieu de miroir brillant, elle est recouverte d'étoiles. Seulement, cette boule disco est vraiment énorme. Elle a un diamètre d'environ 10 000 années-lumière. Le centre de la Voie lactée abrite également des environnements extrêmes qui feraient frémir même le plus courageux des astronautes. Les particules à haute énergie et les champs magnétiques intenses peuvent faire des ravages sur les appareils électroniques et les engins spatiaux. Les champs de radiation intenses peuvent griller tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce n'est donc pas vraiment un endroit propice à la vie telle que nous la connaissons. Si la Terre était située près du centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Examinons quelques-uns des effets potentiels. Tout d'abord, les radiations. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le centre de la Voie lactée est l'une des régions les plus irradiées de la galaxie. Cela rendrait la vie sur Terre très difficile, voire impossible. Certes, nous disposons du champ magnétique terrestre. C'est une sorte de bouclier géant qui nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace extra-atmosphérique. Mais pourrait-il nous sauver si nous étions situés au centre de la Voie lactée? Malheureusement, la réponse est non. C'est un peu comme essayer d'utiliser un minuscule parapluie pour s'abriter d'une énorme tempête. La galaxie gagnerait donc facilement. Mais le tableau n'est pas si noir. Certains organismes courageux sont capables de s'adapter à des niveaux élevés de radiation. Nous avons vu que la vie sur Terre a évolué pour survivre partout, des profondeurs de l'océan aux pôles glacés de la planète. Imaginons donc ce qui se passerait si nous devions, d'une manière ou d'une autre, évoluer pour survivre dans ces conditions difficiles. Imaginons des humains dotés d'une peau dure et écailleuse qui les protège des radiations et des plantes dotées de structures uniques qui leur permettent de prospérer dans cet environnement lumineux. Mais même ainsi, les rayonnements pourraient avoir des effets très effrayants sur l'être humain. Par exemple, elles pourraient endommager les molécules d'ADN et provoquer des mutations.
Imagine un monde où les plantes auraient 5 feuilles au lieu de 4, où les animaux auraient un pelage étrangement coloré, où les gens auraient des yeux d'une couleur inhabituelle, ou d'autres caractéristiques originales. Et ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs exemples. Ne parlons même pas des plus moches. En outre, elle pourrait nous faire subir des changements métaboliques. Notre corps pourrait traiter la nourriture et d'autres ressources plus rapidement, ce qui pourrait entraîner des taux de croissance plus rapides et des tailles plus importantes. Les plantes pourraient devenir grandes et larges et les animaux seraient beaucoup plus imposants que la normale. Il existe également sur Terre des organismes capables de produire de la bioluminescence. Grâce à des niveaux élevés de rayonnement, ils pourraient briller encore plus que d'habitude. Imagine que tu te promènes dans une forêt la nuit et que tu vois les arbres, les champignons et même les insectes briller d'une étrange lumière bleue ou verte. À la fois effrayant et surprenant, n'est-ce pas? Mais passons au prochain grand changement, la gravité. Au centre de la Voie lactée, la gravité est incroyablement forte. Tout cela grâce à un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. Et oui, c'est notre voisin maintenant. Génial! Et en supposant que nous ne soyons pas avalés par ce trou noir ou écrasés par cette gravité incroyablement forte, cela pourrait tout de même déclencher de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques. Ce trou noir serait comme un tyran gravitationnel, tirant et arrachant tout ce qui se trouve sur son chemin. En fait, si nous survivions à ce trou noir, nous participerions tous les jours à une sorte de compétition de surf grandiose. Il suffit d'ajouter un peu de frisson en risquant sa vie. Et oublions l'idée de fuir la planète. Ce ne serait plus du tout aussi simple de lancer des fusées. Oh, et les objets physiques ne seraient pas les seuls à être affectés par la gravité. Le temps s'écoulerait très différemment pour nous. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule plus lentement dans les zones de forte gravité. En d'autres termes, les terriens vieilliraient moins vite qu'une personne située loin du centre de notre galaxie. Par ailleurs, le centre de la Voie lactée est un endroit très animé. Des étoiles, des planètes et d'autres objets célestes s'y déplacent chaque jour à des vitesses incroyablement élevées. Les positions des étoiles et des autres objets changent constamment. En d'autres termes, il faut dire adieu à la navigation normale. Les systèmes GPS ne seraient probablement pas fiables en raison de l'intensité des forces gravitationnelles et des radiations. Si tu te perds accidentellement dans une forêt phosphorescente avec des animaux effrayants, bonne chance. Mais il n'y a pas que du négatif. Le centre abrite également des nuages moléculaires. Ce sont des régions de l'espace où naissent les nouvelles étoiles. Et la Voie lactée, en général, offre des paysages étonnants. Par exemple, des nébuleuses étonnantes comme la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de l'Aigle, qui sont visibles avec des télescopes ou même simplement avec une bonne paire de jumelles. Si la Terre était située au centre de la Voie lactée, nous serions aux premières loges pour assister à certains des événements cosmiques les plus spectaculaires. Ne serait-ce pas génial? En résumé, si la Terre était située au centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Bien sûr, nous savons tous que notre planète n'aurait pas survécu à un tel changement. Mais il est tout de même intéressant d'imaginer comment notre vie se déroulerait si nous y étions. Et à en juger par ce dont nous venons de parler, ce ne serait pas beau à voir. Alors, chérissons et apprécions notre paisible petit système solaire.